Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Study Abroad Session. Alors, nous sommes rendus à la séance numéro 16 et nous sommes contents que vous nous suivez toujours dans cette longue et belle aventure. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une étudiante assez intéressante et à un parcours intéressant surtout, qui va nous parler en fait de la DID EPO Scholarship. Et évidemment, elle s'appelle Rebecca et elle fait donc ses études ici en Allemagne. Elle va nous parler dans les détails de tous les éléments dont nous avons besoin pour comprendre et afin de mieux se préparer à postuler justement pour une bourse assez intéressante comme la DID. Donc, Rebecca, tu es la bienvenue. Et je vais passer la parole à Pérez pour te présenter un petit peu mieux en détail et ensuite te donner la parole pour faire ta présentation sur ce programme. Okay. Okay. Merci. Thank you so much, Sandra. Thank you. As you know, it's another SFO study abroad session. This is session 16, and I would like to remind you if you have missed, if you're on session 16, it means there were 15 episodes that you missed. All of the 15 episodes have had interesting guests talking about different scholarships across the globe. So you do well to either subscribe or maybe just watch the videos. You never know. Our job is simply to tell you that the opportunity is somewhere and you should be happy to either to try your hands. Today we're having Jami Rebecca. Jami Rebecca is an aspiring policymaker with a strong background in development policy and experiences in agricultural policy. After her bachelor's in agricultural economics from the University of Buea, Cameroon, I say Cameroon because it's important to let the audience know that you're not you're superwoman, yes, but you're not an alien. You came from where a lot of us came from. She joined the Hohenheim University in Germany for an MSc in agricultural economics with with support from the that EPO scholarship, which we're about to discuss today. Rebecca has also worked as a monetary evaluation specialist at AIBDP, which is an agricultural project that happened, I think, in 2011 in Cameroon, and a development specialist at ASAFRO. I don't know this one, but since 2017 to 2023. She also recently she was selected among the few that joined the German Ministry of Food and Agriculture, as well as the Minister of Education and Research, on a high-profile four-day visit and policy meeting to Ethiopia and Zambia, representing the BML. Rebecca is refining her skills as a policymaker and bringing valuable insight and experiences to the table to help us build relevant agricultural policies. We are thrilled to have Rebecca share her experiences and perspective about the DAT scholarship today at the study abroad session. So welcome, Rebecca. I hope I was not long, and the floor is yours. If I missed anything, let me know. But the floor is yours to talk a little bit more about yourself and how come you reached there, the DAT scholarship, which is the most important, and then we can ask you some questions. Welcome. Thank you, Lionel. Thank you for having me. Um, the problem when you are bilingual is that some words you know in English, some words you know in French. So I'm going to mix some of them. Um, I'm going to share my screen. Okay. Uh, okay. I'm not going to follow the outline word to word. It's just to give a structure to my monologue before Okay. going into, yeah. Okay. Uh, yeah, okay. I think this I can reduce. Good. So, alors, Lionel a fait un bon résumé de qui je suis.
J'ai commencé à l'Université de Boya en 2013, admis à la faculté d'agriculture et de médecine vétérinaire. Euh, à ma connaissance, on se spécialisait en troisième année, je crois. Et c'est en troisième année que j'ai choisi l'économie agricole. Euh, le programme d'économie agricole, pour ma part, c'était un programme assez complet parce que on en sort avec de quoi entrer dans le monde du travail. Je me souviens qu'on a beaucoup de camarades qui, une fois après avoir obtenu le bachelor qui est de 4 ans, ils ont directement rejoint le milieu professionnel d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une sorte le programme en Agricultural Economics and Agribusiness, c'est une sorte de mélange entre l'économie et l'agriculture qui te permet de faire beaucoup de choses. Il est très pluridisciplinaire. C'est un avantage comme un inconvénient. Ça, on pourra en parler plus tard. Euh, Professional experience, je pense que je vais pousser dessus parce que Lionel a fait une bonne présentation. Euh, je parle aussi principalement de ma période à Sapo parce que ça a été la plus longue. Là-bas, j'ai servi comme development specialist. Development specialist, c'est-à-dire que on travaillait principalement dans les zones rurales. C'était pas, it was not focusing on agriculture, but it was focusing on developing the rural areas. So developing rural areas includes agriculture, of course, but it includes also managing finances, building cooperatives, building shops, being able to sell what you produce. There was a variety of things. I worked principally mainly with men and women, with women and youth. I was not concerned with the men, and the university doesn't know about ASAFO. It's a kind of small non-governmental organization funded by a Spanish civil society. That's the brief description of ASAFO. So to start with the dad, how did I enter the dad? Um, I was informed about the dad like 1 week before the closing of the deadline. And Wow. en cinq Vous semaines pouvez là, j'ai switcher fait en l'effort. français. Ouais, d'accord. Le dictionnaire est mélangé. Le dictionnaire mélangé dans la tête. Donc oui, en une semaine là, j'ai fait l'effort d'apply parce que c'est un ami qui m'a dit, tiens, ton profil correspond. Et sans mauvaise publicité, j'avais pas eu de très bonne expérience avec les programmes de master au Cameroun. Euh, les programmes de bachelor en général, les programmes de licence sont généralement assez bien. Lorsqu'on passe en master, ça devient un peu plus compliqué. Donc, j'ai décidé d'apply et j'ai été sélectionnée, j'ai été formée. Euh, donc, ça, c'est un peu le background qui m'a mené là. Euh, pour brosser date et poste, c'est un Development Oriented Scholarship, c'est-à-dire que euh, déjà, c'est un très vaste programme. Pour ceux qui ont déjà eu à regarder, il ne s'agit pas uniquement d'agricultural economics. Ça touche tout ce qui est en rapport, ou la plupart des matières qui sont en rapport avec la terre. C'est-à-dire, vous allez voir des choses sur climate, sur sustainability, sur l'eau. Il y a des programmes, je crois aussi, qui touchent la physique et la chimie. Donc, en gros, si vous êtes intéressé par une bourse, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien de regarder et de voir si votre programme est parmi les programmes contenus dans la date des postes. Et évidemment, il y a plusieurs universités, ça couvre presque tout le territoire allemand. Donc, ouais. En gros, c'est pour les pays en développement. Il faudra aussi consulter la liste des pays, mais si vous considérez votre pays comme un pays en développement, il y a de fortes chances que votre pays fasse partie de la liste des pays suitable for that. Et Ok. avantage,
c'est comme toutes les bourses, en fait. On a le mont- on nous donne un montant mensuel déjà. Euh, on est couvert par l'assurance. On a le travel allowance qui est rétroactif, c'est-à-dire que on a ça une fois qu'on arrive. On ne nous donne pas ça avant. Il y a beaucoup de soutien aussi dans les procédures. Je me souviens que lorsque je... Actuellement, je crois que les rendez-vous à l'ambassade du Cameroun pour les étudiants sont genre à 1 an ou plus. J'ai été sélectionnée en février. En mai, j'avais le rendez-vous. En juin, j'avais le visa. Donc, ils ont été très Rapide. supportive. Mhm. Ouais. En fait, c'est plus la correspondante avec mon DAD correspondant. Je l'ai informé que les procédures ici sont longues pour avoir le visa. Et je pense, je ne suis pas sûre évidemment, je pense qu'elle a dû peut-être envoyer un mail. Ils n'ont pas le droit de faire pression, mais ils peuvent communiquer avec soit la DAB au Cameroun, soit les ambassades, je ne sais pas trop, et demander bref, ça s'est bien passé. Donc, il y a aussi beaucoup de alumni network. Ça permet d'être en contact, si vous voulez, avec des gens un peu partout dans le monde, ce qui est positif si vous voulez faire une carrière à l'international ou pas. On ne sait jamais. Et pour ce qui est du application requirement, euh, je me souviens que à l'époque, c'était 2.7. Je pense que ça n'a pas changé parce que même ici en Allemagne, 2.7, c'est déjà une bonne moyenne, sachant que en Allemagne, le maximum, c'est 1. Genre, au Cameroun, on dira que si tu es dans le système anglophone, on dira que tu as 4 GPA, si tu as eu 20 partout. Ici en Allemagne, c'est 1. Donc, si tu as 2.7, tu es déjà un peu au-dessus de la moyenne et tu es euh, qualifiable pour ça. Il y a plusieurs sites Internet qui permettent de regarder, de Équivalence. convertir ça. Il y a de faire l'équivalence, effectivement. Donc, vous pouvez regarder ça pour évaluer si vous êtes éligible. Il faudra aussi que le bachelor soit à 6 ans ou moins. Donc, si vous êtes à 7 ans, vous pouvez plus apply. Et 2 ans d'expérience professionnelle qui sont liés, pardon, à ce pourquoi vous êtes en train de postuler. Et il faut montrer que vous voulez étudier en Allemagne et que c'est pas juste un choix parmi tant d'autres. Et la documentation est relativement simple, je trouve. Euh, il faut un CV, un CV bien formulé. Petit conseil pour le CV, lorsqu'on vient de sortir de l'école et qu'on a fait 2, 3 choses, on a envie de tous les mettre dans le CV, mais au fil du temps, je finis par comprendre qu'il faut aller droit au but, il faut mettre juste ce qui correspond à l'annonce et puis éviter d'envoyer le recruteur chercher toutes nos qualifications dans 3 pages de CV, ça sert à rien. Academic transcripts, donc les relevés de notes, euh, normal, quoi. Preuve d'expérience professionnelle, pour moi, c'était une attestation d'emploi. Ça peut être, je ne sais pas quoi d'autre on peut délivrer, mais il faut montrer que vous avez travaillé. Pendant ces 2 ans-là, une lettre de recommandation, j'avais eu une lettre de recommandation de mon employeur et une lettre de motivation. Euh, Comme je l'ai dit, généralement, ils ouvrent ça en décembre. Ils ouvrent la période à laquelle on peut postuler, ça commence en décembre et ça varie d'une université à l'autre. Donc, là, ça dépend vraiment de l'université à laquelle vous voulez postuler, mais il faut regarder, en fait, à partir de décembre, il faut regarder, essayer d'être très proactif parce que je crois que quand j'ai eu mon interview, les applications étaient encore ouvertes. Donc, généralement, essayer d'être proactif dessus. Euh, alors,
Les, la période, l'interview, en fait, dépend de l'université à laquelle vous postulez. Pour certaines personnes, au niveau de la date des postes, ils ont eu à postuler par la DAD, par le site internet de la DAD avant que la DAD ne confirme et eux, ils postulent ensuite à l'université. Ici, à l'université de Hohenheim, c'est le contraire. J'ai postulé par l'université, j'ai envoyé tous les documents précédemment cités à l'université. C'est l'université qui a fait la sélection, c'est l'université qui a fait l'interview. Et c'est une fois que l'université m'a sélectionné, nous a sélectionné, qu'on est allé sur la date remplir les formalités et tout, mais c'est l'université qui choisit ces gens pour ceux qui sont intéressés par l'économie agricole. Dans les autres universités, je sais que c'est différent. Ils passent par la DAD et ensuite la DAD les renvoie à l'université. Donc, ça dépend. Il faut se renseigner aussi sur les procédures. L'interview de mon côté, c'était, c'était assez simple. C'était des questions je ne dirais pas culture générale, mais il faudrait avoir des notions de base de sa matière. On sait par exemple que lorsqu'on parle d'économie agricole, les hot topics, comme on dit, il s'agit de sustainability, il s'agit de climate, il s'agit de policies. Donc, il faudrait se renseigner un peu sur les hot topics du moment. Ce sont des questions techniques, mais pas trop connaître aussi les notions de base. Mais c'est pas un interview piège, entre guillemets. Euh, pour ce qui est après la période de sélection, j'ai été sélectionnée en février, donc c'était très rapide. Décembre, je postulais février, je savais que j'étais prise. Euh, Lorsque j'ai été sélectionnée, j'ai envoyé, comme je disais tantôt, le mail à ma correspondante de la DAD pour lui parler de la difficulté d'obtenir un rendez-vous. Euh, une fois qu'elle l'a fait, j'ai eu un rendez-vous pour mai, si je ne me trompe pas, euh, pour le premier, pour le dépôt et je n'ai pas vraiment eu d'interview à l'ambassade. Euh, Je n'ai pas dépensé quoi que ce soit à l'ambassade. Je sais qu'on paye les frais de visa, je n'en ai pas payé. Je ne saurais pas vous dire qu'à combien ça coûte actuellement. Euh, les billets d'avion, je l'ai payé, mais c'est remboursé au retour, ça fait partie de la bourse. Je suis arrivée en Allemagne non, pas en décembre, c'était en août. C'était le 31 avant août, il y a juillet. C'était le 31 juillet 2023, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, en arrivant en août, normalement, les cours recommençaient en octobre. Et donc, j'ai fait 2 mois de cours de langue dans une ville autre que celle où je devais fréquenter parce que bah, c'est comme ça. Ils sont en partenariat avec des centres de langue. C'était des cours intensifs chaque jour. On partait faire des cours et tout. J'avais zéro notion d'allemand en passant. Et j'ai appris sur Donc là, place. sprechen Deutsch. Sprechen Deutsch. Kein Deutsch. Ja, la phrase de base, c'était Ich spreche kein Deutsch. C'était, on se signale d'abord. Donc, ouais, j'apprends encore. C'est assez difficile. Ouais. La bonne chose, par contre, c'est que la DAD donne l'opportunité d'avoir un mois avant cette période de septembre. Là, il y a un mois où on peut apprendre les notions de base en ligne. Ça aide quand même pour ne pas être choqué, de se choquer quand on arrive. Euh, il y a, je crois, des représentations de la DAD au Cameroun. Je ne les ai jamais rencontrées, mais si vous vous retrouvez, quoi, si vous pouvez toujours essayer. Je n'en ai pas eu besoin parce que ma correspondante, en fait, j'ai l'impression que chaque groupe de de dates scolaires en général ont une sorte de correspondant avec qui ils peuvent échanger et ils sont très responsifs. Donc, c'est pas
j'ai pas ressenti le besoin d'aller à la rencontre des bureaux locaux. Mais si vous en sentez le besoin, vous pouvez prendre contact avec eux. OK. Euh, Je pense que L'université de je fais Hohenheim. un peu, attends, je fais un peu un petit résumé avant que tu entres maintenant à l'université de Yeah, bien Hohenheim. sûr. Sinon, il veut me perdre. Attends un peu. Ah, vas-y, vas-y. Okay. For those that are English speaking, all of these the slides that have been passing, we're talking about a few things, which I think the last session, the 15th session we talked about what it takes to get the scholarship, when the scholarship opens and when it closes. Like our previous speaker, Rebecca says that this scholarship, it's on various aspects of development. Development has to do with all the difficult things that we must do in order to develop. It may be science, technology, engineering, climate change, sustainability, development studies, cultural economics. It means that you just need to go through the catalog. There is a huge catalog of EPOS programs, and each EPOS program is hosted at a particular university. University varies, but what she's explaining here is simply her own procedure and what happens when you go to the University of Hohenheim. There might be other programs in Hohenheim, but the program she did was agricultural economics. So to get into, for the general procedure for that, there are two ways. Some people go to the DAT platform, apply. Like some universities recommend that you can go to the platform and apply, and then the DAT is going to recommend you to the university, and then the university is going to give you admission or accept that you be a student at the university. For her case, she was supposed to apply at the University of Hohenheim, and then the University of Hohenheim sent a a mail, recommended her to the DAT board as their choice DAT student. That's when she had now to go to the DAT portal, because there's a DAT portal and then there's the university portal. So she went now to the DAT portal and uploaded her documents, and then she was granted the scholarship. Now she's also highlighting that the beauty about some scholarships like these ones are, one, most times in places where it's very difficult, you get priority. Like in her case, in Cameroon, it takes like 1 year for some people to get appointment at the embassy. But she got her appointment pretty early, almost 1 or 2 months, I think, 2 months after she had the acceptance letter. So these are some of the things that comes with the scholarship. There's also a huge alumni network that can help you to survive. But most importantly, in order to apply for the scholarship, you need your CVs, you need your transcript. We have always been saying about CVs and transcript. Apart from the CVs and transcript, you need to prove that you have working experience. And another caveat that Rebecca highlighted is, yes, you must be, the degree that you are using to apply for this scholarship should be less than 6 years, I think. If it's more than 6 years, you are automatically disqualified. Nobody will look at your application. So ensure that you are within that 5 to 6 years limit. That is 1 to 6 years limit. And then you should also ensure that you have 2 years working experience in the domain that you're applying. If you're applying, let's say you are applying for a scholarship in mathematics, you should be able to show that either you have been working at a lab or you have been doing something with the notions of mathematics. If not, if you tell them you're selling granite somewhere, it does not matter. If you told them you were doing entrepreneurship, it does not matter, because it's not in line with what you're applying. So you have been disqualified despite the fact that you have 2 years experience. And I really like that she highlighted that you should have 2 years experience in the domain that you're applying for. Apart from the 2 years experience, I think they fill the that form, right? Yeah. In my case, that form was filled after I was accepted, but in most cases, yes, you have to fill that form. Okay, you fill the that form and then you upload. Once you upload, you wait for some months. In her case, the application was in December. The application closed in December, and she had a response by February. That was very fast. And then the rest of the period was for making the procedures and making everything happen. But so it varies from university to university. So do not take her case to be other person's case. I always advise that
For scholarships like APOS, that varies. You should have the deadlines. Each one should have its deadline. And then from the deadline, you start planning. But I think the disqualifier is mostly that 2 year work experience that some people do not have. Mhm. If I've omitted something, I think Rebecca can come back to it. She's also bilingual. Mhm. Yeah, no, you've said everything. That's right. Um, yeah, those are the key points. Um, so I'll continue Yes. with the University of Hohenheim. Uh, Now I don't know English or French. 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 So, l'Université de Hohenheim. Euh, une chose que je peux dire, c'est que nous sommes dans le sud, il fait très beau, sauf en hiver, bien sûr, mais on a un très beau soleil d'hiver, ça fait du bien parfois. Et en ce qui concerne l'infrastructure, top notch aussi, le fait avec le point avec l'agriculture, l'économie agricole, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de laboratoire, etc. Si tu as une bonne salle de classe où vous faites cours, où il fait pas trop chaud, trop froid, ça va. Mais je pense que la force de ce programme, c'est qu'on a de très bons enseignants, très variés des domaines divers, et ça ressort encore la pluridisciplinarité de l'économie agricole parce qu'on a des professeurs qui travaillent au ministère de l'Agriculture, on a des professeurs qui sont dans ce qu'on appelle l'académie, c'est-à-dire ils sont deeply into research, ils font beaucoup de recherches. Euh, on a des professeurs, mon, mon superviseur de thèse, par exemple, c'est un éditeur, donc ça te donne en fait ça te permet de saisir en fait la pluridisciplinarité de l'économie agricole et ça te permet, en tant qu'individu, de choisir ce que tu aimes et de te professionnaliser là-dessus. Tu auras toujours un professeur qui pourra te suivre. La plupart de mes camarades actuellement ne sont plus probablement dans le domaine avec lequel ils sont venus. Moi, je suis par exemple venue en tant que development specialist. Maintenant, je m'intéresse aux entreprises pour faire cours, aux entreprises et aux startups. Donc, c'est tellement divers et on a accès à tellement de connaissances que pour moi, c'est la meilleure chose que je trouvais ici. Donc, plus ou moins, c'est l'agribusiness maintenant. Oui, je suis plus vers l'agribusiness, mais après, c'est pas dissociable parce que Mhm. il- ça s'entremêle en fait. Ouais, Il ouais, faut ouais. connaître le tout. Ouais. OK. Alors, pour finir, quelques petits tips. Je crois que j'en ai donné, mais ça ne coûte rien de se répéter. Euh, le, le cover letter, la lettre de motivation. Il faudrait la faire à la fois simple et poignante. Euh, mais généralement, ça ne sert à rien si tu n'es pas, si ton CV ne matche pas à une belle lettre de motivation, ça sert à rien. Donc, il faudrait essayer de faire tout pour que lorsque le recruteur ou la personne qui lit ton CV lit cela, il trouve presque point par point ce qu'il recherche. Après, faut pas mentir non plus, parce que ça va te rattraper lors de l'interview. Mais non, il faut montrer, il faut mettre dans le CV ce qui concerne ce pourquoi tu postules. Euh, la lettre de motivation, essayer de la rendre moins générique aussi. Essayer de faire en sorte que le premier paragraphe puisse donner une idée un peu générale de qui tu es et donner envie de lire la suite. Ce serait une bonne chose aussi. Et pour gagner en temps, gagner son temps et le temps du recruteur, éviter de postuler pour des postes auxquels on ne correspond pas. Parce qu'au Cameroun, parfois ça marche. Tu as étudié X, tu postules pour Y, tu as pris ici, non. Non, ça passe pas. Donc, oui, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui correspond. Toujours, il y aura toujours quelqu'un qui correspond à 100% ou à 90%, et toi, avec ta correspondance de 50%, tu ne passeras pas. Donc,
Ouais, essayer d'être précis en visant. Euh, pour finir, je crois que c'est le dernier slide. Euh, L'avantage d'être un des postes pour moi, au-delà de tout ce que j'ai écrit ici, l'avantage principal, c'est que ça rend la vie facile. J'ai des camarades qui ont eu à travailler lorsqu'ils sont venus ici. Je n'ai pas eu à travailler. Et ça permet de se focaliser sur ce pourquoi tu es venu. En fait, très peu de personnes réussissent à finir le master en 2 ans. Généralement, c'est 3. Mais normalement, si tu te concentres, tu peux finir en 2 ans, dans 2 ans et demi, parce que bon, voilà, c'est finir net dans les temps, c'est pas toujours évident, mais si tu n'as pas à travailler, ça te permet de finir dans les temps. Ça te permet de rencontrer des personnes différentes. Ça donne accès à des choses, i- je ne dirais pas inimaginables, mais ça permet d'élargir les horizons, de rencontrer plus de personnes. Et puis quand tu mets dans ton CV que j'ai été date scolaire, on se dit bien que tu as quand même deux, trois trucs dans la tête. Donc, c'est bien. J'encourage tous ceux qui veulent postuler à postuler. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Okay. Thank you so much, Rebecca. I'll just do a recap and then I'm going to let those that are listening now to ask their questions. So Please don't. just keep the slides. Okay. Oh, okay. Just keep the slides. I think they are looking so nice. Thank you. So the final slides we're talking about when you are at the university, how things went for our own experiences with respect to she's simply removing what she has experienced and seeing that probably that's how other dad programs are. First, the infrastructure and the quality of education that you receive. It's not only the notes that you take home, but also the professionals that are there to guide you. That's the essence. They mix you in an environment where there is professionalism, there is theory, there is practice on the other hand, so you can easily judge. And also, there are also diverse experts from different perspectives. You get to craft what you want to be and what you want to do in the future. And she's also saying that among all your documents, one of the most important documents remains the motivation letter. Write a beautiful CV, good. If your motivation letter is trash, nobody wants to read it. And motivation letter should go in line with what is on the CV. If not, there's a lie somewhere. Because everything you have presented in your CV should be the reason why you are looking forward to extend your CV. And if you lie in your motivation letter or your CV, she says that you'll be caught. Also, avoid wasting your time and wasting the recruiter's time by not applying for programs that you are not aligned to. If you studied mathematics, you studied physics, you studied chemistry, you studied biochemistry, don't come and apply for economics because there will be someone that did only economics and that has good GPA that is already suitable for the position. Why should they stress on a maybe he can survive? Whereas it's a competition between people from all developing countries. Take it that way. And your strategy defines whether you get in or you get out. Like she said, hers was 1 week before the end of the application, and then she made it. So sometimes it's not really the time that matters. Sending it the first person and you sent it for the wrong program is off. Sending it the last person and you sent it for the right program, your chances might increase. And to conclude, she was highlighting the beauty of being a data scholar, which also I envy. Just putting that you're a data scholar on your CV improves your chances. People might not want to get this and they might not be happy, but the reality is going through the DAT application and gaining the scholarship is hectic. It shows a lot of resilience. It means that even if you have not yet written it, everybody that knows this person went through this scholarship and the percentage of acceptance is very low, knows that this person is good at something. These people cannot be wrong.
But most importantly, it makes you to stay focused on what you came to do. If you came to study, it lets you the time to study because you don't need to hustle. Someone is already paying you at least some stipend that you can eat and somewhere to sleep, which is enough for you to focus on crafting either your talent or your skills that you require for the job market. Uh, I'm going to end here and I'm going to say thank you again for Rebecca. And I'm going to open the floor for those who want to know more about the scholarship or who have difficulties going through. Ok, merci beaucoup Rebecca pour cette brillante présentation. Ta présentation contenait plusieurs détails qui normalement devraient aider nos auditeurs et ceux qui nous suivent à bien comprendre comment les choses se passent. Alors, c'est la séance des questions-réponses maintenant. Et là, je lis une question dans le chat de Michael. Alors, je vais la lire pour toi et tu vas juste te charger de répondre. Alors, good evening. Thank you very much for your nice presentation, Rebecca. I have a few questions. If I may. First question, for applicant from Francophone education systems, is it necessary, of course, to provide an English language certificate among the requirement document? That is the first question. So the English language certificate. So the second one is it possible to apply to more than 3 programs simultaneously for the same program, I guess. And third question, I watched a video recommended by SFO regarding the DID scholarship. So could you please explain what is the difference between DID APO scholarship from the other DID program? Because of course, all the things that you were talking about in this slide was about the DID APO scholarship, but there is a lot of type of DID program. So maybe the person want to know the difference between all of them. I mean, if you have an idea about that. So 3 questions: English language proficiency. Second one, possible to apply for more than 3 programs, and the last one, difference between the DID APO scholarship and other DID program. Okay, thank you for reading the questions. Okay, I'll start with the first question. The English language proficiency is constant imperative for those, it's very important for those from the Francophone system, simply because when you're coming from an English system, it shows that you have a capacity to acquire knowledge in English. But when you come from the French system, I do you have not to know. present, not sure. So you have to present an IELTS. An IELTS, a TOEFL, whatever. Uh, for the second question, is it possible to apply to more than 3 programs? No. At the time, I remember when I was filling the DAD form, as I said, for me, it was after having been accepted. For several people, it's before. You cannot apply for more than 3 programs. You have to apply in order, because in that case, it's the DAD that's going to tell you for which program you are selected, and yeah, that's how it goes. But you cannot apply for more than 3 programs. As for the difference between that, the post and other DAD scholarships, I cannot tell you because I applied for the DAD post scholarship. But from what I remember, we had a kind of DAD meeting. They are they are not really very different. It's just the orientation that is different. That a post is development oriented scholarships. The other DAD scholarships are oriented towards different things, science in general, arts in general. They have different focuses. I think that is the main difference between these scholarships. Okay, so let me translate for the now French speaker. Alors, Michael demande, il a posé 3 questions. Alors, il demande si c'est possible déjà en tant que francophone, par exemple, de postuler pour cette bourse d'études, si est-ce qu'on a besoin du certificat de langue? Et la réponse de Rebecca, elle est formelle et elle est claire, elle est même obligatoire. Elle dit c'est obligatoire. Est-ce que en tant que francophone,
et souhaitant venir postuler dans une université ou dans un environnement en fait anglophone, disons-le comme ça là, enfin, dans le conseil des études, il faut forcément prouver que vous pouvez parler anglais. Donc pour ça, il y a des différentes possibilités. Il y a les tests de langue, comme par exemple le IELTS, le TOEFL et d'autres tests qui existent. Et évidemment, il faut tous se rassurer que le test que je suis en train de vouloir composer, c'est un test qui fait partie des éléments indispensables lors de l'application parce que il y a des programmes qui ne valident par exemple pas le Duolingo English Test. Donc, ça, c'est que si tu fais le Duolingo, ça ne sert à rien. Mais je crois que la plupart des programmes quand même valident le ICE et le TOEFL. Ça, les deux, c'est tout le monde connaît ça. Mais il y a d'autres là, connexes, mais il faut vraiment se renseigner par rapport à ça. Et aussi, il y a une autre possibilité, ça c'est pour ceux qui ont étudié, qui sont techniquement francophones, mais ont étudié dans un contexte anglophone. Donc, si vous avez grandi, par exemple, dans un environnement francophone et que vous avez fait vos études en anglais, peut-être vous avez eu le DC, vous avez fait l'université dans une école anglophone, comme par exemple Boya, par exemple l'université de Boya, au Cameroun, avec votre diplôme, vous pouvez montrer que, ah oui, c'est vrai que je suis techniquement francophone, mais j'ai des diplômes pour pouvoir, en anglais, enfin, j'ai fait mon cursus en anglais et je peux présenter ça comme étant un élément supplémentaire. Une dernière option, évidemment, pour la langue, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que plusieurs personnes ont fait. C'est en fait, mais c'est l'opportunité que la vie nous a donnée. Hein. C'est pas comme si on avait également tout calculé. C'est qu'on a fait, après notre programme au Cameroun, on a fait un autre programme qui nous permettait d'avoir ce qu'on appelle le English Proficiency certificat. Donc, moi, j'ai fait, par exemple, après mon parcours, j'ai fait un an intense quand même de master à Ames, Sénégal. Et comme le programme était purement en anglais, à la fin de et on faisait quelques cours en anglais, à la fin de notre parcours, on nous a signé les English Proficiency Certificate, donc qui prouvaient, donc il y a une administration qui prend sur elle de déclarer que tel étudiant est à mesure de faire des cours en anglais, de suivre une formation en anglais et de suivre un programme en anglais. Donc, si par chance, dans un cursus peut-être francophone, vous avez un superviseur ou un professeur ou un recteur même qui peut vous signer une telle lettre. Vous pouvez également postuler dans les bourses avec la lettre là. Donc, ça dépend vraiment du cadre de chacun. Et donc, la deuxième question également que Michael a posée, c'est est-ce qu'il est possible de postuler pour trois programmes, pour plus de trois programmes? Alors, la réponse de Rebecca, c'est non, parce que dans le formulaire, c'est uniquement les trois programmes-là qui sont demandés. Et je vais même ajouter que c'est obligatoire seulement, enfin, c'est limité à ces trois programmes parce que ils font exprès de laisser les champs pour trois programmes. Donc, même si tu veux mettre un quatrième programme supplémentaire, tu n'as pas la possibilité de remplir. Parce que ces trois programmes, c'est ça. Et donc, ils font exprès de faire ça pour justement pour que les personnes restent dans les critères. Et elle a aussi ajouté pour dire que lorsque tu es sélectionné, c'est DID qui va choisir, enfin, c'est par rapport au choix des différents programmes que tu as remplis que tu vas être sélectionné à travers ça, donc, et non un autre que tu n'as pas précisé. Donc, et la dernière question de Michael, avant qu'on ne passe à d'autres questions, c'est quelle est la différence entre la bourse dont DID EPO et d'autres bourses DID? Alors, Rebecca a dit que c'est généralement, que c'est pratiquement les mêmes, mais c'est juste que le target. C'est que dire que l'objectif n'est pas le même. Par exemple, elle a dit la bourse EPO, par exemple, se focalise généralement sur des programmes de développement. Donc, un peu comme ce qu'elle a eu à faire, par exemple, dans l'économie agricole. Je crois qu'elle a même elle travaille dans des domaines comme l'agriculture, elle a été spécialisée. Et ça, je vais revenir sur un point assez important qu'elle a précisé, mais peut-être plus tard. Mais pour dire, chaque programme est orienté. Il y a également des programmes de DID qui sont, par exemple, pour les STEM, donc les sciences mathématiques, technologiques et informatiques. Donc, si c'est orienté dans ce cadre-là, ça porte un autre nom. Mais sinon, le programme, lorsque vous êtes sélectionné, vous bénéficiez des mêmes opportunités, enfin, les mêmes opportunités comme le voyage qui est payé, le stipend par mois, voilà, le voyage, etc. Donc, tout est garanti par l'école. Euh, ok, donc ça, c'était la question de Michael. Alors, le petit élément que je voulais ajouter, c'est que
j'ai beaucoup apprécié le parcours de Rebecca parce qu'elle a fait ce que beaucoup de personnes, généralement pour ceux qui viennent du Cameroun, évitent de faire. C'est-à-dire quoi? Elle a travaillé, elle a travaillé avec beaucoup d'organisations, les ONG, les organisations non gouvernementales. Elle a travaillé avec ces organisations-là. Pourquoi? Parce que, et c'est ça qui a beaucoup aidé dans son dossier. Parce que pour qu'on puisse aujourd'hui la confier des tâches où elle doit même parfois voyager pour l'Éthiopie ou la Zambie avec le ministre le ministre allemand quand même de l'alimentation, et de l'agriculture. C'est pas tout le monde déjà, mais c'est là déjà, si elle peut avoir ce bagage-là, c'est parce qu'on a regardé dans son profil et son CV, on sait qu'elle est apte à faire ce genre de choses. Et j'avais aussi constaté que en majorité, les personnes qui viennent enfin les personnes qui viennent de la partie anglophone du Cameroun, ils ont cette facilité-là à intégrer des organisations, de travailler pour elles et tout ça là. Mais pour les parties de la partie francophone, c'est un peu beaucoup plus difficile. C'est pourquoi je vous encourage pour ceux qui veulent augmenter leur CV, pour ceux qui veulent rendre leur CV solide, en postulant comme vous le faites, essayez également aussi d'acquérir beaucoup d'autres compétences connexes, que ce soit en participant aux conférences, que ce soit en participant au séminaire. Essayez aussi de vous organiser, de vous intégrer dans des organisations qui existent, hein, mais il faut beaucoup quand même faire certaines petites recherches et travailler à l'intérieur pour pouvoir booster votre CV. Ça aide beaucoup et énormément. Donc là, je m'arrête là. J'arrête, je vais voir s'il y a d'autres questions. Alors, d'autres questions? Noumoua Belvani, elle demande, on intègre les organisations comment? Lesquelles organisations? Ah, les ONG. Peut-être Rebecca va répondre à cette question. Comment elle a fait pour intégrer la AIVPD? Et ABDP. La AIVD, yes. The Agriculture Infrastructure Value Chain Development Project. Enfin, c'est le même projet. C'est ça. C'est un projet, oui, je crois que le pigment a fermé. Alors, je vais être très honnête avec vous. J'ai intégré le PIDMA en français et IVDP en anglais parce que je connaissais quelqu'un là-bas. Les projets gouvernementaux sont très difficiles à intégrer parce que ce sont des stages payants et on sait comment ça se passe au Cameroun. C'est souvent compliqué de rejoindre sans connaître quelqu'un. Mais cela n'empêche que lorsque vous pouvez, essayez d'aller déposer les CV en présentiel, même s'il n'y a pas de... Parce ils ne ils ne font pas des appels à candidature publique très rarement. Donc, allez sur le site de, je sais pas, votre ministère de tutelle, ministère de l'Agriculture, ministère de je sais pas quoi. Et vous regardez les projets qui sont en cours, ceux qui ont des bureaux dans vos villes, et vous postulez. Parce que par la suite, c'est ce que j'ai fait avec Asafro. Mm. Il n'avait pas postulé, il n'avait pas fait des appels à candidature. Je cherchais un travail, je suis allée postuler. Et c'est comme ça que j'ai été prise. Donc, il faut chercher. Honnêtement, c'est pas sur Internet que vous allez trouver un travail dans les ONG au Cameroun. C'est très difficile. Donc, il faut chercher et aller physiquement postuler, avoir le CV, avoir une lettre de motivation, se renseigner sur l'organisation et postuler. C'est mieux que je puisse dire. Quand on parle toujours de work experience. Je n'avais pas souligné que Rebecca a aussi les expériences de stage. Il faut savoir que ce sont les hommes qui donnent le travail aux gens. Tu peux aller pour un stage quelque part, quelqu'un voit comment tu travailles et il t'appelle quelque part. Mm. Mhm. Ça, Et c'est très... faut savoir que tes professeurs eux-mêmes, parce que quand nous parlons toujours d'intégrer les ONG et tout ça, faut connaître que si ton prof t'amène comme porteur de sac pour aller en classe, c'est une expérience. Mhm. Faut pas blaguer, c'est une expérience là-bas. Même si tu n'es pas entré à l'ONG, tu as ton diplôme, porte le sac de ton professeur. Tu vas dire oui, on ne m'a pas payé. Mais dans le CV, quand tu écris teacher aide. Mhm. Hmm? Mhm. Teacher aide. Ton professeur faisait quoi? Il enseignait ceci. Tu postules pourquoi tu postules pour ceci. Ça veut dire, tu connais plus qu'un étudiant normal. C'est vrai. Et des deux, il y a beaucoup
je vais me limiter à ce que moi je connais. Il y a beaucoup de Camerounais que pour eux, c'est si tu me donnes un job, paye-moi là. Tu vois? Or, si je dis toujours que la bourse, c'est une stratégie. La stratégie, peut-être, ça ne va pas marcher. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne peux jamais sortir dans ta recherche de bourse avec rien. Parce que quand tu es avec ton professeur, moi, par exemple, c'est mon professeur qui m'a envoyé qu'il y a l'opportunité ici à l'université. Mais le même professeur là, celui qui va m'envoyer les fiches que je corrige. Et tu corriges, tu ne dis pas que, oh, prof, où est l'argent? Non. Quand tu as besoin de recommendation letter, comment est-ce que tu penses que lui va te donner le recommendation letter si vous êtes peut-être que 1000, comme on dit souvent dans les autres épisodes que c'est parce que tu sors de l'université de Boya, il y a peu de gens, c'est facile, tu connais les professeurs. Non. Moi, je connais des personnes qui sont venues que, Sir, I need a recommendation letter. Il a dit carrément, I don't give recommendation letters to idiots. Ce sont des étudiants très intelligents. Ils ont les 3.5 GPA même, les 3.4. Mais il les a dit, I don't give recommendation letters to idiots. Mais il se tourne, il trouve un autre étudiant, il lui donne sa copie de recommendation letter que tu changes la date quand tu veux envoyer, quand tu veux postuler. Tu vois? Donc, c'est toi qui dois créer, c'est toi qui es à l'endroit que tu dois recevoir, c'est toi qui veux créer quelque chose. C'est pas le professeur. Mais tu dois toujours travailler avec l'intention. L'intention, c'est quoi? Je veux entrer dans l'ONGC pour avoir l'expérience. L'expérience ou avoir quelqu'un, parce qu'on demande toujours qu'on te donne le recommendation letter with a letterhead. Donc, il faut aussi vérifier que l'ONG a un letterhead. Il ne faut pas que c'est un ONG qui n'est même pas enregistré. C'est vrai, tu veux bien travailler, mais faut pas gaspiller ton énergie dans un endroit où c'est pas rentable. Même si on ne te paye pas, connais que telle personne a un letterhead. Moi-même, ici au Maroc, moi, j'ai déjà travaillé pour une boîte. On ne m'a pas payé. Mais si j'ai besoin de recommendation letter, je dis que I did consultancy for this guy. Et il ne va pas avoir peur de m'écrire le recommendation letter. Pour toutes les autres personnes, tu as perdu ton temps. Mais pour toi, tu sais que tu as besoin de ça pour aller où tu es en train d'aller. Ça, c'est pour ceux qui disent que comment est-ce qu'on intègre. On intègre par accepter que tu veux faire, entre guillemets, un job massi. Connaître d'abord ça. Si on te paye, OK. Mais si on ne te paye pas, connais que tu es en train de construire une carrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions? Donc, Non? euh, voilà. Ouais, donc, Belvania a dit merci pour les réponses. Je suppose qu'elle était satisfaite. Alors, d'autres questions? Vous pouvez lever la main et poser la question. Je vais vous donner la parole ou alors écrire dans le chat. Euh, Moi, j'avais les questions, mais j'ai oublié. pas de questions. Peut-être tu peux te rappeler tes questions, Pérez, et on va peut-être conclure avec toi. Alors, oui, je ne vois plus d'autres questions. Ok, moi, j'ai posé une question un peu générale. Avec pour le recommendation letter, quels sont tes conseils pour le recommendation letter? Hmm. Il n'y a pas de conseil pour la recommandation, mais toi, tu as dit l'essentiel quand tu parlais des professeurs. Honnêtement, pour ma part, ce que je vais dire, c'est que il faut cibler dans toute entreprise ou à l'école, cibler une personne, un professeur, que vous savez que bon, je peux gérer ce professeur parce que tous les professeurs ne sont pas, on ne colle pas toujours avec tous les professeurs, on ne colle pas toujours avec tous les boss. Parce que j'ai des camarades qui, en venant ici, là, leur boss leur ont refusé des lettres de recommandation. Donc, ciblez toujours une personne avec qui vous savez que vous pouvez travailler ou vous pouvez vous entendre, essayer de se faire son petit bout de chemin avec la personne et surtout ne pas quitter la ville ou quitter l'entreprise sans avoir la lettre de recommandation. Avant de partir, allez dire au revoir, vous dites que vous aurez besoin d'une lettre de recommandation, blablabla, si possible, pas datée. Et ça permettra d'avancer sans problème parce qu'une fois qu'on quitte la boîte ou on quitte l'université, ça devient un tout petit peu plus compliqué quand même.
Du Mhm. moins au Cameroun, ailleurs, je ne sais pas. Donc, Yeah. mm. Ok. OK. Ouais, donc, je tiens aussi à ajouter peut-être un petit dernier mot avant qu'on ne se quitte. C'est, en ce qui concerne les lettres de motivation, je crois on va toujours répéter ça. On ne peut pas se fatiguer de le faire. Ce n'est pas l'enseignant qui vient vous chercher pour les lettres de motivation, les lettres de recommandation. C'est vous qui, vous devez tout mettre en jeu pour chercher l'enseignant. Et par chance, tous les enseignants ne sont pas les mêmes. Parce que je connais, j'entends certaines personnes qui me disent que ah oui, ça, on a beaucoup cherché, tout le monde nous refuse. Non, 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 ils ne sont pas tous. Je sais qu'il y a parmi ces enseignants ceux qui vraiment sont très difficiles pour donner les lettres de recommandation. Et après aussi, parmi ceux-là, hein, honnêtement, il y a ceux que vraiment, s'il te dit qu'il ne veut pas te recommander, il faut rester là, il ne faut pas insister parce que au pire, de te recommander même mal. Donc, mieux vaut ne te recommande même pas. Donc, parfois, il y a ceux qui sont très directs, ils vont te dire non, n'insiste pas. Par contre, il y a ceux qui sont qui peut-être ne comprennent pas le but de ce que tu veux faire à la recommandation. Parce qu'il se dit, vous postulez beaucoup pour aller à l'étranger, mais qui va rester au Cameroun? Nous, on forme les étudiants ici pour qu'ils restent au Cameroun, pour qu'ils puissent prendre la relève. C'est qu'il dit, c'est valide, hein, ça veut, c'est très important parce qu'on va négliger ça, se dire que, ah oui, lui, il a fait sa thèse en Europe, pour qu'il vienne maintenant nous dire à nous ici, là, qu'on doit faire notre thèse au Cameroun et tout, il se prend pour qui? Non, parce qu'en fait, lorsqu'il le dit, il ne comprend pas le but final. Si vous lui expliquez que, voilà, j'essaie de postuler pour faire ma thèse, par exemple, en Europe ou en Amérique, peu importe, c'est pour que je puisse avoir certaines compétences et aussi avoir une sorte d'aisance financière durant ma thèse. C'est beaucoup plus intéressant de faire une thèse de 3 ans financée en Europe et donc, après ma thèse, revenir au Cameroun pour pouvoir mettre maintenant mes compétences que j'ai eu à apprendre en application dans le contexte camerounais, pouvoir donner des cours, etc. Et même l'aider dans, dans ses tâches au pays. C'est beaucoup plus intéressant de lui dire ça comme ça pour qu'il puisse comprendre en fait le but des choses que de vous bloquer complètement par rapport à ce qu'il a eu à dire. Et aussi, mettez toujours, si vous discutez à l'enseignant, mettez l'aspect peut-être financier en avant. Il comprendra pour la plupart. Et d'autres, essayez de jouer vraiment à beaucoup à créer beaucoup de situations. Par exemple, vous pouvez l'aider pour les corrections des... Moi, par exemple, j'avais un enseignant, lui m'a toujours aidé dans mon parcours. Quand il dit aider, c'est-à-dire, il m'a toujours recommandé, il n'a jamais été sans limite. Pourquoi? Parce que lorsque il tenait généralement les classes inférieures aux classes où j'étais. Je faisais le master, lui tenait les classes niveau 1, niveau 2, niveau 3. J'étais toujours proche de lui pour, par exemple, lorsqu'il faisait les travaux, des travaux dirigés, on faisait partie des gens qui corrigeaient les copies. Bon, on en a le droit en tant que quand même étudiant en master. On corrigeait les copies, donc voilà, on remplissait les fichiers Excel. On saisissait ses cours parce que c'était un mathématicien vieux, il ne saisissait pas les cours mathématiques avec le latex et tout. Nous, on connaissait, on maîtrisait n'importe quel. La jeune génération maîtrisait le latex, donc on saisissait les cours sur latex et tout. Ce qui fait qu'il avait les cours très bien faits et tout, et non des copies écrites avec la main. Donc, avec tout ça que vous faites pour lui, ça l'aide aussi également lorsque vous demandez, parce que ça va lui demander généralement l'aide à une personne, rassurez que vous êtes assez en position de pouvoir aider un peu la personne. C'est le donnant-donner, malheureusement, mais c'est la vie. Il y a ceux qui sont très ouverts à donner comme ça, mais il y a d'autres qui vraiment, s'il ne voit pas il voit pas ce qu'il gagne, il ne va pas donner. Donc, mais insistez vraiment, insistez toujours. Il y a au moins un enseignant dans votre département qui va vous recommander. Ça, c'est sûr. Donc, so maybe un dernier mot que tu peux dire, Rebecca, pour clôturer la séance et Pérez va finaliser. Peut-être un dernier mot que je peux dire. Euh, Déjà, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager son expérience. J'espère que ça aura servi à certaines personnes. Et n'hésitez pas à postuler, hein. Ça, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien au CV, ça fait du bien aux poches, ça fait du bien à l'expérience. Donc, ouais, n'hésitez pas. Ça, c'était bref. Bon, j'ai fait le résumé un peu de ce que Sandra est en train de dire en anglais. Et puis, and then we'll close so that Rebecca can go on to her other activities. So, to conclude, motivation letter or reference letter or attestation of work experiences, all of these things can only be done by good relationship with those you work with. The person might be older than you,
or even younger than you, you need to, whether it's in your university or it's in your job place, look for someone that is going to be your friend. Even if the relationship is big brother, small brother, or grandpa, grandson, look for that relationship. And a grandpa might want you to just listen to them when they want to share their long experiences. Listen, you lose nothing. Your senior friend might just want you to listen to when they have gone through a difficult situation. Listen. Some of them just need you to tell them that, okay, big brother, how are you? Do it. Some people don't really need much. They just need you to show that I care. Because why should someone care so much as in contributing to your future? It's not their future. And you need to take your future in your own hands, which means you need to start planning. If you want to apply for a scholarship, again, we'll say it in this episode for closing, start strategizing. The last session, the other speaker, Francis, was saying, create a folder in your computer. Start putting all of the documents that are required. If you do not have good relationship with that teacher, visit your school one day, just go and tell him, oh, say, I came around Douala and I discovered that, oh, this is normally the period that I usually hold your classes. So I came to greet, full stop. 2 days later, 1 week later, you already know that I want to apply for this program. Now you make friends with him, despite the fact that you're no longer a student. You make friends with him. You might not catch or you might not be friends, but at least he knows that this student exists. By the time you come and tell him 4 months after that, I want to actually apply for this program, but I don't have references, he's going to tell, I just come to my office. Most times that is how it happens. Same with work. Rebecca will recommend never leave a job without you having your recommendation letter and attestation of job experiences. Why? Because the person might be pissed that there is something you were supposed to do and you did not do. The person might just be a bad person. The person might also be a good person, but you left abruptly and they cannot remember you. So always ensure to have those documents, especially if you are looking at other careers internationally or nationally, because there are some offices, there are some jobs that you want to have, and they say bring your recommendation, professional as well as academic. So you should always have it in mind. Life should not toss you around. If you're looking for a job, you need a recommendation. If you're looking for a job, you need a cover letter or a motivation letter. If you're looking for a scholarship, you need the same document. Lastly, those who are from the French-speaking section of the world, if you are from French-speaking Africa or from Cameroon, the French-speaking areas, endeavor to do an English proficiency exam, because nobody understands if you can manage with English. One, someone wants to give you his money, but they don't want to bet on the wrong person. And they don't want to give you money whereas someone is already ready to receive. So put yourself at the spot where you are ready to receive. Always apply for programs that you have a high chances of. Remember that these programs it's a competition between people from all over the world. You will meet people from Nepal, people from Pakistan, people from Swaziland, people from all over the world are applying. And like our first speaker said, there are some countries he did not even know about. It's only when he had the Erasmus scholarship that he heard about the countries. Like, which country are you from? So you should know that everybody everywhere is looking for these opportunities. And you should not be the person shooting yourself by applying either for the wrong post or using the wrong documents. I'm going to leave it here, and we're going to see ourselves in the next session. Hopefully another interesting guest. Thank you so much, Rebecca. And thank you, Sandra, for always being there. Thank you to the SFO team too. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye bye.